Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présents aussi nombreux à ce premier webinoto. Vous l'aurez compris, on a l'intention d'en faire plusieurs donc, pour vous aider à décrypter le marché. Donc, cette première édition, 3 semaines après la fin du confinement, va vous donner des clés pour la suite. Alors, c'est Eric Champarneau et Alix Tcheki du cabinet Seaways, cabinet de conseil en marketing d'anticipation fondé sur la data science, qui vont vous faire cette présentation. On va démarrer tout de suite. Vous pourrez poser des questions au fil de l'eau, on y répondra à la fin. On vous enverra la présentation. Vous aurez plusieurs sondages pendant la présentation. Si vous pouvez y répondre en live, on vous donnera ensuite les réponses. Eric, c'est à toi. Merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. On est sincèrement ravis de ce premier webinoto. On va, quelques semaines après la fin du confinement, tâcher de comprendre, de décrypter ce qui se passe à l'heure actuelle, ce qui s'est passé, ce qui risque de se passer surtout, avec une analyse et une prévision du marché 2020-2021 en volume et en structure. Alors, on va le faire humblement et prudemment, parce que la prévision dans les circonstances est encore plus compliquée que d'habitude, à cause du caractère inédit du choc, inédit par sa nature, inédit par son ampleur, ce qui pose évidemment pas mal de difficultés techniques. Et puis par ailleurs, la vérité, elle est quelque part aussi de l'autre côté de l'écran. Donc, autrement dit, quelle va être la réaction des constructeurs, des distributeurs sur les politiques tarifaires, sur l'animation, etc. Voilà, l'offre crée aussi la demande. Donc, on y va avec nos modèles, avec la vision économétrique, prévisionnelle, vous allez voir. Mais scrupuleusement, rigoureusement, on updatera, on actualisera très régulièrement nos différentes hypothèses et les prévisions. D'ailleurs, dès le 2 juillet, à l'occasion du prochain webinoto. Alors, le tableau aujourd'hui, c'est le suivant. Pour faire une prévision, il faut évidemment tenir compte de ce qu'on vient de vivre, mais ne pas oublier aussi le point de départ, où on en était. Donc, ce que j'appelle ici les tendances d'avant. Tendances d'avant, c'est une polarisation du marché automobile avec une petite désaffection certaine dans les grands centres urbains, et puis un intérêt qui ne s'est pas démenti sur l'équipement, le parc dans les campagnes. On avait aussi, il ne faut pas l'oublier, un début de retournement du cycle macroéconomique au début de l'année, hein, avant le Covid et le confinement. Après, une très bonne année d'emploi et de pouvoir d'achat. Ça, on l'a tous oublié parce qu'on avait vécu les épisodes gilets jaunes, etc. Mais on partait avec un ralentissement, mais sur de bonnes bases. Et puis, on avait une transition énergétique et technologique, avec notamment le véhicule électrique, qui était en phase réelle de décollage. Sur ces tendances arrive un élément perturbateur, un virus type Corona. Alors, avec évidemment le choc sanitaire, le confinement, et puis un deuxième tour économique et social qui, hélas, nous attend, avec des pertes d'activité, d'emploi, de revenus, qui va évidemment compliquer la donne. Alors, il y a des plans, il y a des remèdes à la situation, des plans de relance budgétaire, de soutien monétaire, et puis un plan de soutien au marché automobile qui a été annoncé la semaine dernière. Alors, tout ça va nous amener à des tendances d'après. Aujourd'hui, on sera sur du court terme, on sera sur les prévisions 2020-2021, mais ça pourra être intéressant à l'occasion d'un autre webinaire d'aller regarder comment la hausse potentielle, même probable, du télétravail, comment l'étalement des horaires va modifier les peak hours, la congestion routière, comment l'inversion, la peur des transports publics, l'émigration des lieux de vie vers plus de campagne, plus de nature, comment tout ça va remettre en cause, et plutôt, à mon avis, positivement, la place et le rôle de l'automobile dans les modes de vie, dans les mobilités. Et ça, c'est plutôt sur du moyen terme que ça modifiera les potentiels et les évolutions des marchés. Aujourd'hui, on ne répond pas à cette question du moyen terme, mais on voit comment à court terme, tout risque de se passer. Alors, le plan de l'intervention, c'est le suivant. On va commencer par faire un pointage des acquis et des pertes, surtout des pertes, hélas, à fin mai. C'était dans les articles, dans les colonnes d'AutoActu ces derniers jours, et notre filiale AutoWays, qui dispose d'une licence auprès du ministère de l'Intérieur sur le SIV, nous permet d'avoir en temps réel, en permanence et au dernier degré de précision, toutes les informations relatives au marché.
On passera ensuite à la vision prévisionnelle. Et puis, on terminera par la structure client du marché et puis un petit mot sur la pénétration du véhicule électrique. Alors, l'électroencéphalogramme du marché automobile, on l'a tous eu en tête. On est rentré en asystolie au début du confinement. Et puis, dès la fin du confinement, réaction, un nouveau signal. Toute la question est de savoir son ampleur, sa durabilité, et on est là pour en parler. Alors, si on prend un petit peu de recul, non mensuel et plus quotidien sur les immatriculations, voici le tableau que vous connaissez tous. On a eu moins 72% en mars, moins 89% en avril, et puis on vient de clôturer un mois à moins 50%. Moins pire pourrait-on dire, un mois dans lequel il y avait une dizaine de jours ouvrables réels immédiatement après le déconfinement. Donc, peut-être, probablement faut-il y voir un redécollage. Toute la question est, encore une fois, de connaître son ampleur et sa durée. Si on approfondit un petit peu le pointage des 5 premiers mois, eh bien, le moins 48,5% qui est l'acquis des 5 premiers mois 2020 sur 2019, moins 48,5%. Les ménages sont, les ventes aux particuliers, aux ménages sont, je vais mettre mon pointeur, ce sera plus clair. Les ventes aux particuliers sont en phase avec le marché, moins 49,4%. Les ventes aux sociétés ont mieux résisté. Les sociétés étaient techniquement moins confinées, il y a un peu plus d'inertie, de mécanisme dans les commandes et les livraisons, donc ça a mieux résisté. Et en revanche, une fois n'est pas coutume, les tactiques n'ont pas pu, on va en discuter, n'ont pas pu à ce stade soutenir le marché comme elles le font souvent dans des variations d'ampleur raisonnables. Donc voilà le pointage. Un autre point intéressant, c'est celui de la pénétration du leasing. Alors, par leasing, il faut entendre, dans ma bouche en tout cas, LOA plus LLD. Là, on est toujours sur le marché au ménage. Et vous voyez le nombre de contrats de leasing année après année. Ici, l'acquis 5 mois. Et le taux de croissance des contrats de leasing, alors certes en baisse, mais en baisse moindre que celui du marché. Et donc, une pénétration du leasing qui continue d'augmenter. On est à 43% sur les 5 premiers mois. Donc, il continue de surperformer. À mon avis, ça va se poursuivre parce que les taux d'intérêt vont rester bas, parce que ça a tous les avantages classiques du leasing, l'effacement du coût d'entrée, etc., etc. Donc, certes, les valeurs résiduelles vont être calculées un peu plus prudemment, ce qui va avoir un effet inflationniste sur le prix des loyers, mais les avantages du leasing sont toujours là et on peut s'attendre à une poursuite du soutien du leasing. On le verra tout à l'heure, peut-être pas seulement en VN. Alors, certainement pas seulement en VN. Côté VO, avant justement d'attaquer la prévision, une meilleure résistance du VO, puisque la baisse, entre guillemets, n'est que de 27%, 26,58%, avec, une fois n'est pas coutume, pour le coup, là, ça n'a pas beaucoup changé, les extrêmes d'âge qui résistent le mieux. Donc, on a malgré tout les VO de moins d'un an, pour l'essentiel, les véhicules de démonstration qui ont baissé que de 22%, et puis toujours les âges extrêmes, y compris les plus de 15 ans qui ne sont pas négligeables dans le poids du marché, qui continuent d'être demandés et qui ont encore une fois mieux résisté que le marché VO. Voilà pour la situation. Alors, on passe aux prévisions. Et pour ces prévisions, on va procéder de la façon suivante. On va faire un pointage macroéconomique, c'est absolument indispensable parce que la base de notre méthode, c'est d'ancrer, vous allez le voir, la dynamique des marchés automobiles avec celle du contexte. Donc, on commence par les perspectives économiques. On fait le marché VN. On vous montre un petit peu comment on le suit de façon très réelle, très instantanée avec les parcours des internautes et leurs recherches. C'est Alix, que je n'ai pas présenté, qui est manager dans l'équipe automobile Seaways, qui présentera ces éléments. Et puis, on terminera par le VO avant d'arriver à la structure du produit. Alors, les perspectives macroéconomiques. Pour les faire aujourd'hui, il faut évidemment regarder toutes les questions financières, toutes les questions de prix, les questions de demande et d'offre. Bon, ça, c'est des choses qu'on fait très, très bien. Mais dans les temps qui ont couru, il a fallu ajouter des casquettes d'épidémiologiste, d'avoir une vision un peu technique de l'évolution du virus. Heureusement, ces derniers jours, le consensus semble indiquer que sur cette vague épidémique, en tout cas le plus dur est derrière nous. Ça pose des questions
sur l'automne et l'hiver de la possible résurgence du virus et d'un nouveau confinement. Ça n'est pas l'hypothèse centrale, vous allez le voir. Mais donc, il a bien fallu intégrer ces éléments à tout ce qu'on suit habituellement pour faire de la prévision macroéconomique qui alimente nos modèles de prévision du marché automobile. On avait, peut-être que certains d'entre vous ont vu les notes qu'on avait écrites dès le début du confinement. Alors, on était comme tout le monde, hein, on était dans la sidération, on essayait de comprendre un peu ce qui nous arrivait, donc on s'appuyait sur notre souvenir, souvenir livresque des grandes crises du passé, et puis celle un peu plus réelle de la crise 2008-2009. On n'est définitivement pas dans le même système. Vous allez le lire souvent, la comparaison avec la crise de 29, ça n'a en réalité rien à voir. La grande différence, c'est qu'en 29, il n'y avait pas d'autorité monétaire ou budgétaire quasiment, et ces autorités n'avaient rien fait à l'époque. Donc le marché avait évolué naturellement. 2008-2009, il y a eu beaucoup, au contraire, de réactions des États, des gouvernements, des autorités monétaires. Et cette fois-ci, les réactions ont été à la fois plus rapides, plus concertée et avec une intensité plus forte. En France, on a probablement le meilleur cas au monde avec le dispositif de chômage partiel, s'il ne fallait n'en citer qu'un. Et puis, ce qui nous fait aujourd'hui être dans le scénario médian qu'on aurait pu qualifier de haut il y a encore quelques temps, donc c'est un scénario qui nous amène à moins 10%. Alors, c'est effectivement peut-être un peu bizarre de m'entendre parler de scénario haut à moins 10%. La raison pour laquelle on pense que c'est le scénario médian aujourd'hui, c'est que, encore une fois, la réponse des autorités a été coordonnée, rapide, puissante, et puis on a tiré les enseignements de la crise de 2009 et puis des crises de la dette souveraine 2014-2015, parce que les liquidités, c'est ça l'essentiel, il y a les plans de relance, puis il y a les liquidités qui sont mises à disposition par la Banque centrale européenne, elles sont garanties par les États, donc on est à l'abri de ce qu'on avait vécu en 2000, après la crise des subprimes, celle d'une thrombose de banques qui ne se font plus confiance et qui ne se prêtent pas. Comme les prêts aujourd'hui sont garantis, ça ne devrait pas arriver. Voilà, donc on a un ministre de l'économie qui nous a dit hier qu'il voyait un PIB à moins 11%. On pense qu'il est peut-être un peu négatif, après avoir parlé de moins 0,1%, moins 1%, moins 3%. Il avait longtemps été dans l'excès d'optimisme, entre guillemets. Aujourd'hui, on pense qu'il est un peu négatif. Pour nous, le scénario central, c'est moins 10% du PIB, avec évidemment des risques qui sont plutôt baissiers, la résurgence du virus à l'automne, des effets de second tour, mais on considère que ce n'est pas le scénario central encore une fois, et on considère que l'unité sociale est maintenue et qu'on n'a pas de nouveaux phénomènes d'ampleur qui viennent gripper une machine qui est déjà bien ralentie. Alors comment est-ce qu'on fait? Je passerai rapidement, j'ai hélas pas le temps, mais les scénarios macroéconomiques, ils sont très fouillés, très argumentés, très détaillés. On a, à votre demande, on peut vous les envoyer dans tout le détail. Du reste, il y a des effets négatifs, des effets directs du confinement. On est à la maison, on a une épargne contrainte, on ne consomme plus. L'INSEE, la Banque de France converge sur moins 35 à moins 40% de consommation en moins. On a ensuite les effets de latence de la reprise. Alors, dans le commerce automobile, c'est formidable. La réactivité a été incroyable pour gérer les questions sanitaires, se remettre en route. Il y a d'autres domaines, des hauts fourneaux industriels, des choses qui ont été arrêtées, qui vont prendre du temps à reprendre. Et puis, on va avoir des problèmes d'approvisionnement. Je lisais hier qu'on ne savait plus mettre de dioxyde de carbone dans les sodas et donc qu'on peut avoir des ruptures d'approvisionnement ou une augmentation du prix du Coca-Cola. Ouais, des exemples comme ça, on va en avoir beaucoup, mais ce ne sont pas les plus importants en effet. Les effets les plus importants, c'est ce qu'on appelle les effets de second tour. On va avoir des faillites, hélas, on va avoir des restructurations, des pertes d'emplois et donc des pertes de revenus, ce qui entraînera des problèmes de confiance et de consommation. C'est pour ça qu'on ne repart pas exactement après le confinement comme on était et le reste de l'année ne pourra pas être complètement normal, évidemment. Dans les effets positifs, on a les plans de soutien. Alors, les plans immédiats, les plans d'urgence, les transferts sociaux, le chômage partiel, les primes là, qui vont peut-être être décidées pour les ménages les plus indigents. Donc, des plans de relance au niveau européen qui restent à décider sur le montant, sur le mode. Et puis, toutes sortes d'effets indirects avec la politique monétaire, les rachats de titres par la BCE et les garanties de crédit dont je parlais tout à l'heure. Et puis, un dernier effet qui est presque plus d'ordre psychologique. On a une épargne contrainte. On est très tenté de la transformer en épargne de précaution.
Mais on a souffert, on est resté à la maison, on a été frustré, on n'a pas pu vivre comme on l'entendait. Donc, on peut avoir de la compensation. Et puis, si on ne peut pas voyager à l'étranger, si on est un peu inquiet sur un gros projet immobilier ou des choses comme ça, pourquoi est-ce qu'après tout, l'automobile, partiellement réhabilitée, ne deviendrait pas une valeur refuge, une dépense refuge, côté plaisir de renouveler sa voiture? Voilà, on fait un peu de méthode Coué également, ce ne sera évidemment pas l'effet le plus fort. Voilà, donc on a mesuré tous ces effets pour arriver à ce scénario macroéconomique centré sur du moins 10% aujourd'hui, avec un taux de chômage. On avait eu une super année 2019, on avait perdu énormément de taux de chômage. On repartira probablement vers les 13%. Le pouvoir d'achat, il est maintenu en France parce qu'en France, on a les amortisseurs sociaux qui fait que, somme toute, ça tient bien la route. Quand on voit le choc sur le chômage et l'activité, moins 10%, un pouvoir d'achat qui ne fait que moins 2,7%, c'est la spécificité française. De même que et toute la question sur la consommation en général et les marchés automobiles en particulier, ça va être qu'est-ce qu'on fait de notre épargne? On est un pays d'épargnants, on est un pays vieillissant, on est un pays qui est bien équipé, donc on peut arrêter de consommer et faire de l'épargne de précaution. On était parmi les pays qui épargnent le plus au monde, on sera très possiblement l'année prochaine, et cette année, le pays qui épargne le plus. On met 18,5%, avec une consommation qui, elle, du coup, ne résiste pas, moins 7,4%. Et les investissements, l'autre partie de la demande, y compris automobile, qui s'effondre également. Rebond en 2021, rebond technique, avec une base aussi dégradée. On ne peut avoir qu'un rebond. On le fixe à plus 6%, avec un début de l'amélioration de la courbe du chômage, un retour, pareil avec effet de base, du pouvoir d'achat et une consommation qui rebondit, mais au cumul des 2 années, on est bien perdant. Idem pour l'investissement. C'est le cadre général du scénario central. Et encore une fois, on actualise ça très régulièrement. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait des scénarios macroéconomiques? Vous le devinez, c'est pour voir un petit peu quels sont les sous-jacents de la demande, du pouvoir d'achat, mais aussi du vouloir d'achat. Et on voit bien empiriquement que le PIB est toujours relativement bien corrélé à la demande automobile, avec, attention, il y a une double échelle. Donc il y a un facteur 3 qui est important. Les variations du marché automobile sont facteur 3, évoluent 3 fois plus vite que celles du PIB. Alors, il y a des distorsions de la corrélation quand il y a des primes à la casse, évidemment. Et vous voyez que cette relation, elle marche encore mieux dans nos pays voisins, avec le même facteur environ de rapport de variation entre le neuf et l'occasion. Voilà, les modèles sont un peu plus raffinés que ça. On ne prend pas que le PIB, on va prendre de la consommation, on va prendre des taux d'intérêt, on va prendre les effets rappels des immatriculations et de la maturité du parc des années précédentes pour arriver à des prévisions. Dans l'heure qu'on a aujourd'hui, je suis bien obligé de simplifier, simplement en vous rappelant en précisant, que le taux de croissance, que la variation comparée au PIB des ventes aux sociétés est plus stable. Il y a moins de volatilité que du côté ménage, ce qui va expliquer notamment, vous voyez, si on prend, je dirais de façon un peu aveugle, l'évolution des ventes aux ménages par rapport au PIB, on voit là qu'on a un facteur qui est plutôt de l'ordre de 4, alors qu'il est plutôt de l'ordre de 2 sur les ménages. Comme le marché fait 50-50, on arrive au 3 dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc on s'attend et on a vu une réactivité, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure dans les acquis, de façon tout à fait conforme aux attentes, une réactivité des ventes aux ménages dans la décrue qui a été plus forte, une sensibilité plus forte, et à la reprise, on risque d'avoir l'opposé. Les ménages vont être les principaux à se jeter sur l'opportunité des primes et des surprimes, qu'il s'agisse des bonus ou des primes à la conversion. Alors, rapidement, si on regarde le bilan en prenant différentes possibilités d'évolution du PIB, conformément à la règle empirique qu'on vient de fixer, à moins 10%, on aurait un marché qui ferait moins 10% de PIB, on aurait un marché qui ferait moins 31% au total, en cumulant ménages et sociétés, et qui nous amènerait, sans prime, sans autre forme de procès, à une performance bien médiocre d'1 528 000 qu'on n'a pas dans les tablettes depuis plusieurs dizaines d'années. Heureusement, un plan de soutien qui n'était pas gagné. Au début du confinement, j'étais persuadé qu'il y en aurait un. Et puis, quand on a vu les arguments divergents, des contestations de l'opportunité d'une prime,
j'en étais rendu à un point où j'ai longtemps douté qu'une telle prime arrive. Et elle est finalement arrivée. C'est peut-être pas tout à fait ce que les professionnels, le CNPA, etc., attendaient, mais c'en est quand même assez proche. Alors, je rappelle, sous le contrôle de Florence Lagarde, qui suit ça de très très près, comme vous le savez, le dispositif, donc essentiellement une augmentation du bonus pour les VP et les VUL. Donc les ménages qui jusqu'ici touchaient 6 000 euros pour un achat de véhicule électrique vont pouvoir gagner 7 000 euros. Et puis ce sera 3 000 euros pour les véhicules qui sont un peu plus chers. Hein. Les 7 000 euros, c'est jusqu'à 45 000 euros prix de la voiture. Et au-delà de 60 000 euros, on n'a plus rien de prime. On a un bonus, c'est nouveau, qui intervient pour les véhicules hybrides rechargeables, hein, les plug-in hybrides. Et puis, au-delà de ces bonus, et donc on a les primes à la conversion qui peuvent se cumuler. Hein, les primes à la conversion, on a un relâchement du seuil des revenus éligibles, donc le revenu fiscal de référence qui par part. Donc, ce n'est pas le revenu, hein, c'est le revenu après correction des effets d'abattement, prise en compte du nombre d'enfants, etc. On passe de 13,5 à 18 000 euros. Donc, on a 75% de la population qui serait concernée. Et puis, on a aussi un rajeunissement. Donc, on assouplit les règles pour la prime à la conversion, un rajeunissement du critère d'éligibilité pour les mises à la casse. On passe à critère 3. Donc, il y a 50% du parc aujourd'hui en circulation qui est techniquement éligible à la prime à la conversion. Qui augmente, hein, donc puisqu'elle passe à 3 000 euros pour un véhicule thermique ou hybride rechargeable et 5 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique. Donc, on peut cumuler. Tout le monde ne pourra pas cumuler, hein, mais quand on peut cumuler, ça nous amène jusqu'à 12 000 euros. Et même si on est dans une zone à faible émission, il y a un petit dispositif supplémentaire qui nous permet de récupérer encore 2 000 euros. Donc, ça amène à 14 000 euros. Donc, l'effet va être l'effet relatif sur les prix et va être très très fort. Évidemment, ça va avoir de l'impact. Bon, il y a encore une petite ambiguïté sur les véhicules qui sont éligibles à la prime à la conversion, non pas pour la mise au rebut, mais pour l'achat. On est sûr que tous les véhicules immatriculés après le mois de septembre 2019 sont éligibles, mais on a encore un peu de controverse sur la possibilité d'acheter un critère 1 qui aurait été acheté avant septembre 2019. Les exemples envoyés par le ministère de l'économie indiquent que c'est possible dans les illustrations, mais quand on lit le texte, on n'en est pas tout à fait certain. Donc, je suis sûr qu'on verra ça au clair. Alors, il y a une prime, on connaît bien les primes. Hein. Moi, j'avais la chance d'être déjà aux opérations d'analyse de marché en 95, donc j'avais connu les baladurettes et les jupettes. Ensuite, on a eu les primes un peu partout en Europe, et puis on a eu les primes 2009, 2010, 2011 en France. Quand il y a une prime, il y a deux effets à surveiller, deux effets négatifs à surveiller. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet d'aubaine. J'allais acheter une voiture de toute façon, j'empoche la prime, mais il n'y a pas d'effet net puisque l'achat était prévu. Alors, le fait que ce soit limité dans les revenus des ménages, ça va limiter cet effet d'aubaine. Là, vous avez sous les yeux la répartition du marché automobile suivant les quartiles de revenus. On voit que les 25% de population aux revenus inférieurs ne pèsent que 17% du marché. Et quand on cumule ces trois premiers quartiles, donc les 75% les moins riches, si je puis dire, on n'a que 60% du marché. Voilà, donc j'enfonce un peu une porte ouverte en disant que le marché du neuf est un marché qui concerne évidemment plus les ménages les plus aisés, mais le fait que ce soit capé, les gens qui sont dans ces quartiles-là, ils n'auront pas la prime parce que leurs revenus sont supplémentaires, donc ça va limiter les effets d'aubaine. Voilà, l'effet est encore moins marqué pour le VO. Donc aujourd'hui, si on fait le bilan, on a un scénario central, prime inclus, qui va ressortir à 1,7 million. C'est notre scénario central pour le marché automobile avec moins 23%. Les 200 000, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les primes, mais vous le savez, c'est capé, hein, c'est contingenté à 200 000 enveloppes. On fait l'hypothèse que 25%, ça va être de l'effet d'aubaine. Il nous reste donc 150 000 voitures. Et puis, ces 150 000 voitures, on fait une deuxième hypothèse, 2 tiers sur le neuf, 1 tiers sur le VO. Il nous reste donc 100 000 voitures. Donc, on était tout à l'heure à 1 530 000. On ajoute 100 000 voitures, ça nous amène à 1 530 000. Et j'ajoute, j'allais dire d'autorité, d'expertise, hein, c'est ma prise de risque, qu'on aura probablement une animation du réseau
qui prolongera les primes quelques semaines, qui abondera quand ils le pourront, évidemment, en fonction de la rentabilité, des résultats. Les constructeurs feront la même chose. On a toujours une bonne raison d'avoir un rush de fin d'année pour aller améliorer un bilan CO2 ou soigner une place sur le podium, etc. Donc, si on ajoute à l'effet prime technique qu'on a calculé 100 000, une cinquantaine de milliers de véhicules liés à la réaction de l'offre et à la fin d'année, on pense possible d'atteindre 1 700 000 immatriculations cette année pour un recul de 23%. J'enchaîne vite, hein, je suis désolé, mais on s'est promis de tenir l'heure, ce qui installera de bonnes habitudes dans ce rendez-vous Webinoto et qui nous assurera de votre assiduité. On fait le profil, c'est intéressant évidemment pour vos approvisionnements, pour la gestion de vos affaires. Voici aujourd'hui le profil mensuel des immatriculations brutes avec le chiffre 2019 en vert et en orange, la trajectoire que l'on prévoit et qui serait évidemment concordante avec la prévision annuelle que je viens de vous présenter. On va avoir un mois de juin, comme c'était annoncé ce matin dans un article par un responsable du retail PSA, un mois de juin qui risque d'être très dynamique. Voilà, on sort, on commence à être rassuré, et notamment grâce à vos efforts sur le travail en concession, rassuré sur la question sanitaire. On a de l'épargne contrainte qui est disponible, on a une prime qui est là, on est plus ou moins rassuré à court terme sur ses revenus et son chômage partiel. Donc, ça repart juin, juillet, août à un niveau proche de celui de 2019. Il y a du volontarisme, je ne le cache pas. Hein. Et puis ensuite, l'effet des primes, les enveloppes sont épuisées et donc le marché commence à repartir plus à la baisse par rapport à 2019. 2021, on n'a pas de prime, on est dans l'année du rebond, mais on est aussi dans l'année de l'apurement, hein, de ce que j'appelais les seconds tours. Donc, on a un niveau qui baisse par rapport à 2019. Néanmoins, un rebond en 2021 de 15% par rapport à 2019. Le rebond en variation annuelle, c'est lié à un effet de base dégradé, puisqu'on aura perdu 23% cette année. On récupérera 15% l'année prochaine. Mais par rapport à 2019, le bilan 2021, ce sera malgré tout 12% de perte. Voilà ce qui nous semble être aujourd'hui le plus probable sur l'évolution du marché automobile. Alors, je vais laisser Alix maintenant, avec une autre méthode, nous parler de ce que font les gens aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils demandent, comment ils se comportent dans leur parcours d'achat et notamment les parcours digitaux. À toi, Alix. Merci, Eric. Alors, pour poursuivre cette présentation, je vais vous présenter comme vient de le dire Eric, quelques éléments d'intérêt digital en fait, des automobilistes durant leur parcours d'achat. Alors, je vais vous présenter assez rapidement NextTrends Auto. Donc, c'est un outil qui a été développé chez Seaways et qui permet d'aspirer plusieurs sources digitales tout au long du parcours d'achat des automobilistes ou des futurs acheteurs et qui nous permet d'identifier soit les tendances de fond, long terme, mais également des tendances court terme qui ont trait à des sujets automobiles. Alors, je vais illustrer ça tout de suite par des exemples. Eric, s'il te plaît, merci. Alors, pour rester dans le sujet qui nous préoccupe ce matin, en fait, nous, on a construit un indicateur d'intérêt pour le véhicule neuf. Et donc, c'est la courbe rouge foncé que vous pouvez observer sur cette slide. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'on a une forte corrélation entre le marché qui est en rose clair et notre indicateur d'intensité de recherche digitale pour les véhicules neufs en rouge foncé. Et donc, cette forte corrélation, vous voyez que là, elle nous permet en fait d'intégrer une composante supplémentaire à nos modèles économétriques pour nos prévisions. Et deuxième chose qui est intéressante sur cette slide, c'est qu'au-delà de cette forte corrélation, vous voyez que depuis le déconfinement, qui apparaît là sur cette slide, vous voyez un très très fort regain d'intérêt digital des internautes pour le véhicule neuf. Et vous voyez que cet intérêt, il est beaucoup plus important que le niveau des immatriculations qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à monitorer et notamment continuer de monitorer cet intérêt suite à l'annonce du plan de soutien du gouvernement. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que quand on regarde cette fois-ci plutôt tout ce qui concerne le déstockage et les promotions automobiles, on voit bien que le pic d'intérêt qu'on observait pour les véhicules neufs dans la slide précédente, il s'explique en partie parce que les gens cherchent en fait la bonne affaire. Donc, c'est la chasse aux bonnes affaires en cherchant les meilleurs déstockages et les meilleures promotions automobiles.
On a notamment une croissance, comme vous pouvez le voir, de cet indicateur qui est de plus 272% par rapport à la même période l'année précédente. Ensuite, Eric, s'il te plaît. Alors, ce qui a été aussi intéressant, c'est d'observer ce que les automobilistes ont cherché pendant cette période de confinement, quand ils étaient chez eux, au calme, et qu'ils avaient le temps de pouvoir se divertir sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines marques, comme vous pouvez le voir sur la gauche, Eric, oui, merci. Certaines marques qui ont bénéficié d'un regain d'intérêt. Donc, ce qu'on vous présente là en ordonnée, c'est la dynamique trimestrielle de l'intérêt pour certaines marques. Et vous voyez que celles qui ont gagné en intérêt ou celles qui ont le moins perdu d'intérêt sont essentiellement des marques premium, voire même des marques de luxe. Et donc, en fait, on comprend bien que cet intérêt-là ne va pas forcément se transformer en immatriculation. Mais on voit bien qu'on a encore des automobilistes qui sont intéressés par les belles voitures et qui ont un intérêt pour des voitures de luxe et qui considèrent ça comme un divertissement pendant le confinement. Voilà. Merci voilà. Alix, merci beaucoup. Donc voilà, donc vous l'avez compris, hein, inspiration de toutes les sources, les forums, les sites marchands, les réseaux sociaux. On inspire toutes les sources sur lesquelles on peut poser, s'intéresser, se renseigner ou commander une voiture, et on synthétise tout ça dans Nexttrend. On fera probablement des webinaires dédiés. Alors, avant de passer au marché de l'occasion, je pense que c'est le moment de vous resignaler que vous pouvez poser des questions sur Zoom. Florence, modératrice, les prend, les synthétisera et on y répondra en fin de parcours. Et puis, Eva, notre responsable de la communication, va vous mettre en ligne à l'instant un petit sondage qu'on va faire en temps réel où on vous pose la même question. Vous, comment est-ce que vous voyez le marché atterrir à la fin de l'année? Voilà, vous avez une petite trentaine de secondes, une petite minute pour répondre. Est-ce que vous voyez plus, moins 15%, moins 20%, moins 25%, moins 30%, moins 35%? Comme ça, on pourra avoir l'avis de la place, une espèce de consensus en plus de notre prévision. À vous. Eva, tu confirmes que tout fonctionne? Tout à fait, les personnes sont en train de voter. Merci. Il vous reste 10 secondes pour voter. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de cliquer et vous n'avez certainement pas eu besoin de faire appel à un ami. Je suis sûr que vous avez tous un avis. Eva, est-ce qu'il est possible d'avoir une vision instantanée du résultat de ce sondage? Ok, c'est possible et on l'a sous les yeux, c'est formidable. Donc, on a des extrêmes qui sont limités pour un marché qui ferait moins 15% ou très négatif à moins 3%. Le mode, il est à 1 650 000, donc somme toute, avec plus de gens qui sont à 1 075 000, parce que ça fait 33%, et donc les deux tiers sont entre 1 650 000 et 1 750 000. Bah, j'en conclus qu'on est en phase. Hein, alors, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Un consensus ne veut pas dire qu'on va avoir raison, mais en tout cas, on n'a pas d'ambiguïté sur l'atterrissage du marché ces 7 prochains mois. Donc, je vous propose du coup, merci pour vos réponses, c'est vraiment intéressant. Et on passe à la suite et on passe au marché de l'occasion. Alors, le marché de l'occasion, il est encore plus corrélé, mieux corrélé avec le PIB. Et puis là, il n'y a pas de facteur multiplicateur supérieur à 1, on est à 1. Le marché de l'occasion évolue empiriquement comme le PIB en moyenne. Donc ça, c'est assez intéressant et ça simplifie évidemment la prévision. Le modèle est encore une fois pas aussi simple hein, dans la prévision du marché VO. On a des variables sur les VN récents, les VN de moins d'1 an qui viennent l'alimenter. On a des hypothèses sur les prix, on va en parler, les prix de l'occasion, etc., etc. Mais si on ne retient que le PIB, 1 pour 1, prévision de PIB à moins 10%, je pense qu'on a tout compris. Et là, ce ne sera pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que l'interdépendance, l'interconnexion entre les deux marchés est un peu plus subtile, variable, sensible à vos politiques, aux outils qui sont mis en place, aux sensibilités clients. Et là, on rentre dans une période qui est plus
propice au VO, on va y revenir. Le ratio VO-VN, hein, vous connaissez par cœur, c'est le nombre de ventes VO sur le nombre de ventes VN. Vous voyez, il est plutôt fort en France. Et puis, il a eu une tendance à augmenter quand ça allait mal. Et puis, quand le marché du neuf est reparti, le ratio est redescendu. Il y en a un qui est encore plus intéressant, c'est le ratio VO sur VN à particulier. Ratio des ventes de véhicules d'occasion qui, pour l'essentiel, la grande majorité vont en particulier sur les ventes aux particuliers. Et là, on a, et ça c'est moins commenté, moins su, on a une augmentation tendancielle, structurelle, longue et forte. Pourquoi? Parce que la part des particuliers dans le marché du neuf a une tendance longue et forte aussi à diminuer. Hein, les tactiques, d'une part, mais même aussi les ventes aux sociétés, prennent le relais de la demande automobile et donc le poids des ménages diminue. Le poids des ménages sur le neuf diminue et donc le ratio VO-VN augmente. Donc, je vais passer sur ce slide qui est un peu bavard et qui ne fait que répéter ce que je suis en train de vous dire pour vous montrer la technique très empirique hein, qu'on a utilisée. On a pris une hypothèse trop haute, c'est de se dire, eh ben, voilà, on a un ajustement empirique qui marche bien 1 pour 1, on se fixe dessus. C'est trop haut parce que dans ces ajustements économétriques, ils sont valables quand on a des variations de petite ampleur, comme on a d'habitude, un PIB qui fait plus 1, moins 1, plus 2, etc. Là, ça marche bien. Quand on a des plus 10%, des effondrements de 50%, ça s'essouffle. Donc, on ne pouvait pas aujourd'hui considérer que le marché allait suivre exactement la trajectoire de la macroéconomie. Il y avait une autre hypothèse qu'on pouvait faire, c'était de se dire, ben, on fige le ratio VO-VN à ménage. On se dit donc, il va rester en 2020 comme il était en 2019. Mais comme on est sur une période de crise, moindre pouvoir d'achat, moindre confiance, etc., on se doute bien qu'on va aller privilégier l'économie à l'achat, qu'on a des VO de moins d'1 an qui sont en stock, en masse dans les stocks, qui permettent de faire des économies. Donc, cette hypothèse est trop basse. On sait bien que le ratio va continuer d'augmenter. Donc, entre ces deux hypothèses extrêmes, on a choisi de faire la demi-somme, la moyenne des deux. Donc, l'hypothèse haute, on cale avec le PIB. Hypothèse basse, on fige le ratio VO-VN. Alors, beaucoup trop généreux ici, beaucoup trop dur ici. Et on arrive à cette moyenne qui nous enverrait le marché à moins 19%. Autre effet, hors prime, 4600. Et là, en fait, comme on l'a fait tout à l'heure, on ajoute l'effet du marché, l'effet de l'animation du réseau, l'effet des primes. Vous vous souvenez, on ajoutait sur les 150 000, on ajoutait 50 000 voitures supplémentaires déjà. Et puis, il y a deux autres effets qu'on a intégrés à cette prévision. La première, c'est que techniquement, les super bonus qui vont attirer vers l'hybride rechargeable ou de l'électrique, ça va fonctionner. Ce sera pour l'essentiel pas des primo-accédants. Donc, on va avoir des véhicules qui vont être disponibles de ces gens qui vont renouveler leur véhicule pour un véhicule électrique. On a les évolutions de prix qui vont stimuler le marché également. Et puis, un effet de rush parce que les gens voudront soit pour profiter d'une prime à la conversion, soit pour profiter du momentum, acheter une voiture. Donc, on aura aussi un rush probable en fin d'année sur le marché du VO. Aujourd'hui, on fixe la prévision à 4,8 millions pour le VO. Donc, il reculera fortement aussi, hein, puisque donc c'est une perte de 16% in fine. On va perdre 900 000 voitures par rapport à 2019, mais on a un marché qui s'effondre pas à 4 millions, qui tient à ce niveau-là, ce niveau de 4,8 millions pour le VO. Alix, est-ce que ça se confirme avec Nextrends? Qu'est-ce que tu vois sur Internet pour les gens qui cherchent du VO? Alors justement, ce qu'on voit, notre indicateur Nextrends du véhicule d'occasion nous montre là encore qu'on a une corrélation entre le marché et l'intensité des recherches digitales. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi un regain d'intérêt depuis le déconfinement, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Cependant, ce regain d'intérêt, il est quand même moins fort en tout cas, que ce qu'on a pu observer tout à l'heure sur le véhicule neuf. Et alors, sur la slide suivante, ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors là, je parle bien d'un ratio VO-VN, mais cette fois-ci de l'intérêt des recherches. Donc, ce n'est pas la réalité, ce ne sont pas les immatriculations. On voit qu'en fait, depuis début 2019, ce ratio oscille autour de 7
jusqu'à début 2020 et qu'en fait, depuis début 2020, ce ratio chute drastiquement. C'est-à-dire que sur Internet, l'intérêt pour le VN devient de plus en plus fort au dépit du VO. D'accord, donc des signaux qui sont quand même, vous voyez, un peu, Un peu un peu contradictoires contradictoire, c'est ça. en apparence. La raison essentielle, c'est que quand on parle de primes, quand les titres des journaux font des relais, des braderies, des baisses de prix, des promotions, des choses comme ça, on se jette sur Internet pour des recherches et on commence neutre avec le véhicule neuf. Donc voilà, on est certain que l'évolution relative du VO sera meilleure que celle du VN. En revanche, là, on a vraiment un momentum très, très circonstanciel, un très court terme. L'extrême, c'est du court terme qui regarde bien le VN. Alors, l'autre point important qui est pour vous un levier avec vos partenaires internes et captifs ou avec les indépendants, un levier pour vous important, c'est le leasing, hein, avec tous ces avantages d'effacement du coût, etc. Et Alix, je te laisse commenter le graphique du leasing BO. Oui, donc également de la même manière que ce que j'ai pu présenter précédemment, on regarde aussi sur les différentes sources digitales l'intérêt qu'expriment les gens dans leur recherche pour le leasing VO. Et ce que vous pouvez voir, et là c'est parlant, c'est qu'en fait, depuis 2015, on a une augmentation constante, une croissance constante de cet intérêt pour le leasing VO qu'on estime à peu près 16% en 2019 en 2020 par rapport à 2019. Donc, on est sur une croissance constante de l'intérêt. Voilà pour le leasing. D'accord. Donc, vous avez vu, hein, le leasing, c'est devenu maintenant quelque chose de mainstream, comme on dit. Il y a plus de 40% du marché du neuf qui est en leasing. Il y a des offres en VO, il y a des VO récents. Il y a un contrôle possible de la valeur résiduelle. Enfin, c'est des produits qui sont récents et qui vont encore vivre. Il n'y a pas de rupture de TVA parce que ces VO étaient avant des leasing VN. Voilà, il y a là un levier. Et en tout cas, côté offre, côté demande, là, c'est un très beau slide next trend. On a de plus en plus de gens qui vont taper LLD ou LOAVO. Ok, on y va. On poursuit. Alors, dans les deux autres sondages, alors non, il y a un dernier sondage avant de quitter le VO qu'on va vous proposer là en une minute. On en a parlé rapidement, j'en ai parlé rapidement. Cette question des prix, qui est quand même essentielle. Elle est essentielle, pourquoi? Parce que les prix, c'est la marge, mais c'est aussi les volumes. Ça fait stimuler des volumes. Le prix du VO, aujourd'hui, on en parlait un instant, vous êtes embarqué sur de grandes quantités de leasing et donc évidemment, si des valeurs résiduelles venaient à flancher, l'équilibre des contrats qui avaient été calculés pourrait être menacé. Donc, j'ai décroché le téléphone, j'ai appelé une demi-douzaine de loueurs longue durée, de patrons de concession pour voir un petit peu comment ils se sentaient, comment ils voyaient les choses. Ma synthèse, ce serait qu'on va vivre quelque chose probablement proche de ce qu'on a vécu après la crise des subprimes. D'abord, on va allonger les contrats quand ce sera possible du côté des loueurs, c'est ce qu'ils font. Et puis, inévitablement, et ça c'est la loi de l'offre et de la demande, ne nous en déplaise, les prix vont commencer à diminuer sur le VO. On l'a vu avec de premiers pointages de quelques sources. C'est un moins 8, moins 10% qui est le plus souvent évoqué en moyenne sur la suite de l'année. Voilà. Moins 8, moins 10% sur les prix des VO, donc en fonction de l'âge, ça va être variable. Mais voilà, et j'aimerais vous demander à ce stade, Eva, s'il te plaît, avec le deuxième sondage, comment est-ce que vous voyez, alors j'ai pas mis un chiffre nous n'avons pas mis un chiffre avec des décimales ou même un chiffre tout court. On vous demande, s'il vous plaît, de noter de 1 à 5 la décrue, donc enfin l'évolution des prix du VO en moyenne. 1, vous mettez 1, c'est que vous considérez non, ça va résister, il va y avoir une espèce d'alliance objective et puis le retour, l'animation des prochains mois va faire en sorte qu'il n'y aura pas besoin de bouger les prix, ça c'est 1. Et si vous pensez au contraire que la course au cash, la reconstitution des trésoreries, au vidage des stocks va enclencher une grande braderie, vous mettez 5. Merci, vous avez une petite minute. Il vous reste 15 secondes. Elle est petite ta minute. Hein. C'était ouvert avant. Ah.
Eric, on a les résultats. Ok, je regardais des questions qu'on me posait par SMS. Alors, ouais, mais on est en moyenne. On est en moyenne. Alors, ça ne va pas nous renseigner sur le montant, mais là, on a quelque chose de belle gaussienne, en fait, hein, puisque on a 10% de gens qui penseront que ce sera inchangé, donc c'est évidemment pas la majorité. Il y en a encore un peu moins qui penseront que ce sera la très grande braderie. Donc, on est bien centré sur le 3 et avec un petit tiers de gens qui pensent qu'on va avoir une baisse des prix, pas radicale, mais tout de même significative. Bon, l'étalement de 2, 3, 4 montre bien qu'on est dans une grande incertitude. Ça va dépendre de la réaction du marché. Et comme on a une baisse, j'ai envie de dire, mesurée, c'est difficile à voir. Ça va dépendre de la capacité, de votre capacité à faire diminuer les marges, à faire des remises, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un point pour moi avec les hypothèses macroéconomiques évidemment à suivre. Le deuxième point, et on verra ça de plus près parce qu'on aura des premiers retours dans un mois, on sera très attentif à cette évolution des prix des VO, tellement déterminante de la suite du marché. Merci, on enchaîne. On est à peu près dans le timing. On va regarder les canaux de demande. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer les sous-modèles. Chacun des canaux a son petit modèle à lui sur des variables macroéconomiques, des variables spécifiques, des interactions de l'un à l'autre sur les VO récents, etc. Une prochaine fois, je vous montrerai ça. Récupération du marché ménage par rapport au début de l'année. Les primes, on se jette dessus, les 200 000, peut-être des effets supplémentaires. On termine l'année à 790 000 voitures, moins 20%. Les sociétés au total continuent de mieux résister, de plus jouer le jeu. Elles ont aussi une capacité de négociation qui est supérieure dans cette période de possible baisse des prix. Donc, on a des sociétés à moins 14% et les tactiques à moins 31%. Les tactiques font moins bien que le marché. La tentation des constructeurs, évidemment, c'est de faire repartir les usines et puis de remplir les stocks de véhicules de démonstration, mais vous n'avez pas la place aujourd'hui. Vous avez besoin vous n'avez pas les moyens éventuellement de les payer et on ne remplit pas un verre avant de l'avoir vidé. Donc, le recours aux tactiques sera tardif et moins fort que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les phases de retournement habituelles, relativement moins fort. Les sociétés hors automobile, ce sera moins 15%, donc les vraies sociétés, hein, en dehors des tactiques, ce sera moins 14%. Les administrations feront un effort pour maintenir le niveau, c'est bien la moindre des choses. Donc, on a ce total société à moins 14,2. Et côté tactique, les constructeurs comme les VD garages sont à moins 28%. Des grandes tentations de faire plus et vous résisterez. Et à mon avis, ce sera du moins 28% au total. Et puis, là, l'hypothèse quasi normative de division par 2 du marché de la LCD. L'année touristique, on va essayer de la sauver en tant que citoyen, consommateur comme on peut. L'État est très attentif. Le dernier news flow, c'est plutôt positif. Ce matin, je voyais que l'Italie réouvrait ses frontières. On a les 100 km là, qui ont sauté depuis un certain temps. On va pouvoir à peu près aller où on veut avec toutes les mesures de distanciation, etc. Donc, ça va s'améliorer au niveau du tourisme, mais difficile de voir franchement une reprise franche massive à court terme sur la location courte durée. Donc, voici la décomposition du 1,7 million pour le VN. En ce qui concerne le VO, la répartition par âge des 4,8 millions, ça change, ça rajeunit globalement. Vous avez les stocks de VD que vous allez vouloir écouler en priorité avant qu'ils se remplissent à nouveau en fin d'année. Les clientèles vont évidemment privilégier quand elles le pourront les véhicules les plus récents. On va avoir un ventre mou proche du marché sur les véhicules intermédiaires. Et là, je n'ai pas les chiffres à cause de ça, mais on aura toujours, ça c'est important, donc on aura essentiellement des jeunes véhicules et puis des véhicules d'âge intermédiaire qui seront moins chers et un peu plus demandés. On va peut-être avoir cette année exceptionnellement la demande pour les véhicules de 10-15 ans et plus de 15 ans qui sera relativement moins forte parce que ces véhicules auront plus vocation à être cassés dans la concurrence des 200 000 véhicules. Voilà. Alors, il me reste 2 minutes pour le mix énergie. C'est pas assez, hein, c'est pas assez pour vous parler de toutes les hypothèses, de tous
tout ce qu'il y a dans le logiciel de demande, tout ce qu'il y Eric, a… je te coupe, Oui. mais on n'aura pas le temps de prendre des questions. Si. J'ai fini dans 1 minute, Florence. J'ai fini dans 1 minute et puis peut-être que l'audience nous pardonnera 5 minutes de retard pour cette tout premier webinaire auto. Rapidement, les volumes sont ce qu'ils sont, on vient de les voir. On est bien, après l'avoir annoncé pendant 10 ou 15 ans, on est bien sur l'année 1 du décollage du véhicule électrique. Au cumul 5 mois, le véhicule 100% électrique qui faisait moins de 2% l'année dernière est à 6,5% aujourd'hui et le rechargeable qui était à 0,7 est à 2,68%. En un mot, les ménages sont au rendez-vous aujourd'hui puisqu'ils sont à 6,75% au cumul 5 mois sur le véhicule électrique, un peu moins sur le véhicule hybride rechargeable qui est l'apanage des sociétés puisque les sociétés sont un peu en recul, 4,76 sur le 100% électrique. En revanche, presque autant en hybride rechargeable, pour toutes les questions de TVS, d'usage, de fonctionnalité. Voilà comment se partage le marché. On a un décollage du véhicule électrique. Aujourd'hui, en prévision, ce sera ma dernière slide, Florence, d'analyse et de prévision. Les super bonus vont évidemment accélérer la pénétration du véhicule électrique. L'offre est là. On a le choix, et Alix nous en dit un mot dans un instant. Tout est là, donc on vise 8% de pénétration du véhicule électrique cette année, donc on va avoir une nouvelle accélération de la part de marché. Le total de l'hybride plug-in plus non rechargeable, on est à 13%. 13% qui se décompose, pour faire très simple, 10% en 100%, 3% pardon, en rechargeable, 10% en hybride non rechargeable. Donc on est au-dessus de 21% de véhicules électrifiés, on est au-dessus de 20%, pardon, 21% en véhicules électrifiés. Donc il nous reste 80% à répartir en thermique et on met un 50% essence, 30% gazole. Voilà, j'aurais aimé pouvoir vous donner plus d'arguments sur cette prévision, mais on n'a pas le temps. En revanche, Alix, avec Nexttrend, nous dit quel véhicule électrique on regarde aujourd'hui. Oui, alors exactement, on a donc cette liste de modèles électriques, elle n'est pas exhaustive. On en a choisi certains en fonction des immatriculations qui avaient été réalisées ces derniers mois. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir en fait que certains modèles ont une tendance qui est croissante. Donc c'est ce qu'on vous explique ici avec l'indicateur Nexttrend long terme, qui en fait indique une croissance de l'intérêt. Et donc bien entendu, ça dépend également des sorties de modèles et donc des sorties catalogues. Et on voit qu'en fait, pour l'instant, donc ça, c'est des résultats qui ont été calculés avant le confinement pour éviter justement cette période atypique pendant le confinement qui pourrait brouiller les résultats. On voit qu'en fait, on a 3 modèles particuliers pour lesquels les internautes ont un intérêt de plus en plus croissant. Au contraire, on a des modèles pour lesquels, comme vous pouvez le voir, l'intérêt est un petit peu moins croissant, décroissant ces derniers mois sur les recherches digitales. Voilà. Eric, je te repasse la main. Merci. Sachez que ce Nexttrend-là, il peut fonctionner sur tous les concepts qui sont en rapport avec vos préoccupations business, commerce, puisque à la base du moteur Nexttrend, on met des chaînes syntaxiques, des mots-clés de recherche, et on peut géolocaliser. On pourrait, ce graphe par exemple, ou les graphes d'intention d'achat ou de préoccupation, on peut très bien aller voir dans une région, un département, comment ça fonctionne. Voilà, ça c'était au passage. Voilà, je pense que là, on a dit, Florence, messieurs, dames, tout ce qu'on pouvait dire en moins d'1 heure sur l'analyse et la prévision du marché. On va s'offrir 2 petites choses maintenant. C'est une petite séance de questions-réponses. Florence, tu as dû en noter quelques-unes et en synthétiser. Si on peut y répondre, on va le faire tout de suite. N'hésitez pas à nous faire des retours par l'entremise soit en direct auprès de Seaway, soit à travers AutoActu avec Florence, à nous faire part de vos remarques, questions, suggestions sur les prochains. On est plus qu'à l'écoute parce que voilà, on a besoin de retour de votre part pour améliorer. Et puis, comme la fois prochaine, en plus du pointage à nouveau du marché, de l'actualisation des prévisions, on va vous proposer une thématique d'analyse. Et on va faire donc un dernier sondage après les questions-réponses ou avant, c'est comme vous voulez, Florence et Eva, où on va vous demander de voter pour la thématique qui vous intéresserait le plus de pouvoir traiter dans un mois. On va le faire avant, Eric, je pense. OK. Alors Eva, le troisième sondage. Donc la fois prochaine, on aura en gros une demi-heure d'analyse du marché.
le marché de juin, et puis l'actualisation des prévisions, comment ça se passe, le plan, etc., etc., les prix du VO. Donc, on fera une demi-heure là-dessus. Et ensuite, choisissez, je vais vous les lire, la thématique. On pourra faire les autres ultérieurement, mais celle que vous souhaiteriez voir le plus traitée la fois prochaine. Alors, il y a une question qui, pour moi, passionnante, c'est le monde d'après. Bon, sans angélisme, hein, sans idéalisme. On va avoir des tendances de consommation qui vont changer. On le voit, elles ont changé pendant le confinement. Il y aura des effets cliquets. Donc, est-ce que le mode de vie, le poids de la consommation, les priorités sur les postes, etc., est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Un autre qui, à mon avis, est plus court terme, va vous intéresser, c'est, on a vu, télétravail, peur de transport en commun, étalement des horaires, etc., etc. Ça va changer la place de l'automobile dans la société, dans l'automobilité évidemment, et ça aura des impacts à moyen terme sur le marché. On peut traiter ça. Véhicule électrique, je l'ai fait à la Hussarde là, on peut très bien consacrer une demi-heure pour voir un petit peu qui, comment, pourquoi on achète un véhicule électrique. Financement et leasing, un levier puissant en perpétuel changement ces dernières années, jusqu'où le leasing en neuf, en occasion, etc. La LLD au ménage, ça peut être un sujet. La digitalisation des parcours et des achats. Je vous avoue que je suis presque en train de changer de religion. Alors, je ne vais pas vous dire ma religion ni comment je la change, mais il s'est passé des choses pendant le confinement. Il y a certaines marques qui ont tiré les marrons du feu grâce au parcours et à l'achat digital, et pas qu'une. Et donc, il y a des gens qui font des parcours d'information, d'autres qui commencent à acheter ou prendre commande. Ça pourrait être un très, très beau sujet. Géolocalisation des parcs et des marchés, voir un petit peu si cette vision nationale souffre des différences à l'échelle locale. Et puis, de façon plus générale, on pourrait aussi vous faire des profils clientèle sur les différents univers. Qui achète du VN, qui achète du VO, qui achète de l'électrique, qui achète du thermique, faire un portrait robot, en fait, l'effet stylisé de l'acheteur automobile aujourd'hui, après le confinement. Puisqu'on a le SIV, avec AutoWaze, on est capable de faire ça en instantané. Voilà, vous avez 30 secondes pour choisir votre sujet. Et on retiendra le sujet qui a retenu la majorité des points. Et Eva, le sondage, tu as des réponses? Le sondage est en cours. Pour l'instant, c'est le monde d'après qui est en tête. Le tout premier? Oui. Voilà, on laisse encore 10 secondes. Parfait, donc on fera intervenir les équipes consommation. Ah non, ça, c'est pas le sondage. Alors, c'est une courte tête, hein. Allez, on laisse 10 secondes. C'est pas que j'en ai un que je préfère, c'est 2 voix. 2 voix. Là, il y a le comité électoral qui va être mis à contribution pour vérifier si le dépouillement a bien été fait dans les règles. Si Florence s'est pas amusée avec les urnes. Je n'ai pas bourré les urnes. Bon, bah écoutez, très bien. Courte tête sur le monde d'après, quelles évolutions des tendances de consommation. On fera ça au mois de juin. Et comme on a 23 au mois de juillet, oui, de juillet, comme on a 23% sur la deuxième, Alix était d'accord, on va essayer d'encapsuler un peu le deuxième dans le premier. Voilà, puisqu'il y a photo, on va tâcher de contenter le plus grand nombre. Question-réponse, Florence. Alors, il est 59. Allez, on se donne 3 minutes, allez, 5 minutes. À 10h05, on décroche, on ferme et on vous rend votre liberté pour votre journée. À toi, okay, Florence. Ça marche. Donc, il y a beaucoup de questions hein, sur le rythme, sur le véhicule électrique. Est-ce que il n'y aura pas un décalage entre offre et demande, par exemple, sur le véhicule électrique? Est-ce que il y aura une appétence réelle du consommateur? Les chiffres que tu donnes sont élevés. Moi, je pense que oui. Alors, le décalage, j'imagine qu'il s'agit de questions industrielles, logistiques et autres. Non, je ne crois pas. Alors, peut-être un mois de livraison. Oui, ça, j'en ai parlé avec quelques distributeurs ou quelques marques. L'acheteur du véhicule électrique, il est un peu plus motivé, un peu plus déterminé, précis sur sa volonté. Quand on achète un véhicule électrique, on ne se lance pas au hasard, essence diesel. On
on a fait le tour, on sait. Et donc, du coup, on est plus enclin à supporter un délai d'attente. Voilà, on fait un choix qui est un peu plus radical, etc. Donc, on peut comprendre. Éventuellement, il y a l'installation de la box et autres. Donc, je pense vraiment pas que le décalage, il y en aura, mais qu'il soit de nature à freiner le marché. Est-ce que la demande est là plus fondamentalement? C'est la deuxième partie de la question. Oui, aujourd'hui, d'ailleurs, globalement, les verrous, c'était la crainte de l'innovation, du produit nouveau. Est-ce qu'on va savoir l'utiliser? Est-ce que c'est fiable, etc. Ça, on peut vraiment dire que c'est derrière nous. La crainte de l'autonomie, qui était un pseudo-verrou, parce qu'en réalité, mis à part les déplacements longue distance qu'on fait de façon très épisodique, on a 90% des gens qui font moins de 50 km par jour. Donc, ce n'était pas un vrai verrou. Le verrou majeur qui restait, selon moi, c'était la divergence de TCO. On avait encore un surcoût à l'achat, et on a encore un surcoût à l'achat sur le véhicule électrique qu'on amortit qu'après avoir fait un certain nombre de kilomètres. Or, les super bonus viennent artificiellement et transitoirement. Effectivement, limiter, faire converger les TCO. Voilà, les chiffres sont là. On a 6,8%. Il y a une grosse niche, je ne sais pas si niche, le terme est approprié, mais il y a un gros quota de gens qui sont éligibles, qui vont être intéressés, et on est très très loin d'avoir comblé la niche. Quand on y sera à 25-30%, j'aurai peut-être pas la même réponse. Tout le monde basculera pas en électrique, comme certains semblent le vouloir ou le croire. Mais là, à court terme, pour moi, il n'y a absolument aucun doute sur l'augmentation de la part. On a mis 8%. Évidemment, je ne garantis pas que ce ne sera pas 7,5 ou 9, mais ce n'est pas la prévision qui me semble la plus audacieuse dans tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui. La peur de prendre les transports en commun, est-ce qu'elle est intégrée dans cette prévision? Alors, oui, non, on réfléchit beaucoup là-dessus parce qu'on travaille beaucoup avec des acteurs de la mobilité, de l'écosystème de mobilité. On travaille beaucoup avec des indépendants de l'après-vente qui, évidemment, comme vous, avec vos ateliers, se posent ces questions. Parce que ça nous amène à l'intensité d'usage du véhicule de l'automobile. Et là, on est en train et on vous dira ça, on vous montrera ça le 2 juillet, puisqu'on a décidé d'encapsuler le sujet dans celui que vous avez choisi. On est en train d'essayer de faire la part des choses. Plus de télétravail, ça fait moins de commuting, domicile-travail. Or, le commuting, c'est 80% des mobilités, mais étalement des horaires, ça veut dire moins de congestion. Donc, si vous n'avez pas une heure pour faire 8 km comme d'habitude et que vous les faites en 10 minutes, ça va vous inviter à prendre la voiture. Si vous n'y allez que 2 ou 3 fois par semaine, vous ne prendrez pas un pass Navigo quand vous êtes parisien, mais plutôt un objet de transport en commun. Est-ce que ça va développer le covoiturage, le covoiturage courte distance? Donc aujourd'hui, très honnêtement, faire le bilan, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que l'automobile va en sortir gagnante, même si le Covid, on l'oubliera. Hein, quand on aura les traitements et a fortiori le vaccin, on s'en souviendra comme d'un mauvais souvenir, mais ce n'est pas parce qu'on a été grippé qu'on cesse de rencontrer des gens, etc. Donc, on oubliera, la peur des transports en commun, elle diminuera. Mais ce qui va diminuer aussi, c'est cette croyance que les transports en commun pouvaient tout faire et qu'on allait pouvoir éradiquer la voiture et mettre du transport en commun partout. On était déjà, depuis un certain temps, au bout de cette… on voit les grands investissements, on voit l'essoufflement des réseaux en région parisienne et puis la capacité financière d'en développer ailleurs. Donc, globalement, voilà, pour terminer, oui, on le prend en compte. Ce sera mieux précisé la fois prochaine, mais le mouvement de pendule, le transport en commun qui gagne contre l'automobile, à mon avis, est arrivé au bout et va se rééquilibrer. Est-ce qu'on aura plus d'import de véhicules d'occasion pour rechercher des meilleures affaires que d'habitude? Je ne me l'étais pas posé celle-là, donc je réfléchis en temps réel et j'ai évidemment pas la science infuse. J'aurais tendance à dire que la tentation de faire fonctionner des mandataires et d'aller chercher les bonnes affaires est définitivement là, elle est toujours là, elle le sera encore plus aujourd'hui, mais que ces offres normalement plus compétitives, là pour le coup, elles vont probablement être émoussées par rapport aux offres qui vont être faites sur les véhicules qui sont dans vos stocks aujourd'hui. Donc, j'aurais tendance à dire que pas particulièrement plus, mais je n'ai pas plus réfléchi que ça. Est-ce que les problèmes de Renault vont avoir un impact sur les ventes du groupe, au-delà des effets du Covid? C'est pareil, c'est mon avis. Il vaut pas plus que
tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense que ce qui finirait par poser un problème à Renault, c'est si on continue d'avoir dans tous les journaux de 20 heures et sur tous les sites internet des commentaires d'observateurs qui viennent dire que c'était pas la bonne stratégie, etc., etc. Ça finit par faire de l'ombre à la marque. Après, non, je crois pas. Non, je crois pas. Les modèles sont là, leur qualité intrinsèque ne diminue pas. Les stocks sont là, les efforts commerciaux vont être réalisés. Je pense pas. Là, c'est une période médiatique pas très bonne, mais au-delà de ça, je pense que tout le monde repart sur les starting blocks au même niveau. Quelqu'un qui s'étonne de la résistance des ventes de société. Ah, pardon. Pardon, non, j'ajouterais même que le tropisme électrique de Renault, compte tenu de la nature du plan de soutien, va plutôt lui donner un goodwill, un avantage. La résistance des sociétés. En période de réduction probable des investissements. Oui, c'est vrai. Très forte même, hein, puisqu'on va vraiment, l'investissement total au niveau macroéconomique va beaucoup reculer. Alors aujourd'hui, mon hypothèse, je l'ai dit rapidement quand j'ai présenté les résultats société, mon hypothèse c'est la suivante, c'est l'achat société, alors plus la société est importante et plus c'est vrai, il est plus mécanique, il est moins émotionnel, il est plus mécanique au sens programmé. Grande part de la location longue durée œuvre et fait beaucoup de bien à ce marché, qui le facilite, qui le nivelle. Et donc, elles étaient moins confinées, les sociétés. Hein. Il y avait télétravail pour tous ceux qui pouvaient le faire, mais on n'interdisait pas aux entreprises de travailler. Et les contrats, encore une fois, les lois longue durée, par exemple, on fait le boulot en allongeant les durées quand nécessaire, mais sinon, comment dirais-je, la vie des affaires pour les sociétés et le commerce automobile pour les sociétés a été moins touché par le confinement. Donc, c'est peut-être aussi bête que ça, hein, très, très prosaïque, une capacité à commander et à se faire livrer plus importante dans la période. Un avis sur le marché du VE en VO? Le véhicule électrique, ouais. Le VE-VO, oui, un avis, alors ça, c'est une très très bonne question. C'est pareil, en 30 secondes, c'est l'horreur là, ce que vous me faites faire. Le VO, c'est un trigger du VE. C'est-à-dire que s'il faut faire passer des VE en leasing, comme c'est la mode et comme il y a un surcoût, il faut encore plus effacer le surcoût à l'entrée. Il faut qu'on puisse être rassuré sur le véhicule, sur la valeur résiduelle des VE. Et pour qu'on puisse être rassuré sur la valeur résiduelle des VE, il faut du VO. Je suis plutôt confiant parce que comme on avait très peu de VE, on était à 1,7% l'année dernière, donc mécaniquement, il y avait un réservoir de VO qui était très limité. Là, on arrive sur 5 mois, alors sur des volumes beaucoup plus faibles, donc ça se neutralise. Mais quand les volumes vont reprendre un petit peu avec une part de marché plus forte, on va avoir un gisement de VE en occasion intéressant et je pense que ça va enclencher. Et c'est vraiment ça, c'est une très très bonne question parce que le jour où ça enclenche, la boule de neige est partie. Je suis rassuré sur les valeurs résiduelles, je fais des bonnes offres de leasing et puis quand je l'achète, je l'achète d'autant plus spontanément que je sais que je pourrais le revendre en VO. Donc pas de réponse chiffrée à ce stade, mais c'est effectivement un point à suivre. Pas plus d'inquiétude que ça non plus. C'est une dernière question. On avait beaucoup parlé de l'impact de WLTP en début d'année. Est-ce qu'il y en a un ou pas? Tu n'en as pas parlé? Non, j'en ai pas parlé. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Ce qu'on peut dire sur les conséquences fiscales. Oui, je suis toujours pas sûr d'avoir bien précisément compris la question. Alors, ce qu'on peut dire, alors je serais peut-être à côté de la question. Je m'en excuse. Moi, je la comprends comme ça. Hein, c'est une règle qui a modifié les positionnements fiscaux des différents modèles et qui peut avoir un impact enchérissement de la fiscalité pour certains, par exemple. Oui, complètement. Alors, on en avait parlé dans des articles et dans des. Alors, on fera un pointage CO2 d'ailleurs au mois de juillet aussi pour suivre le pointage CO2, les performances qu'a fait les différents constructeurs. Oui, alors effectivement, la compétitivité relative des modèles dans des marques et des marques entre elles va être modifiée.
ça va nécessairement perturber les parts de marché, mais ce sera neutralisé en partie par les politiques relatives des différents groupes et marques en termes de marge tout court. Donc aujourd'hui, les positionnements de certaines marques vont se dégrader, mais pas au point qu'elles ne puissent pas les compenser si elles en ont les moyens financiers par des efforts sur les marges. Il nous reste à vous remercier très sincèrement dans la période d'avoir été au rendez-vous et j'espère qu'on a été à la hauteur de notre côté.